On va s'intéresser ici à un travail particulier, c'est le travail des forces de pression. Donc si je prends un système S qui est quelconque, l'extérieur à ce système va exercer des forces de pression donc sur ce système par l'intermédiaire ici de la surface qui délimite notre système S. Et donc si je m'intéresse à un petit élément ici de surface qui délimite ici notre système et que j'appelle cet élément de surface ds1, l'extérieur va exercer une force de pression que je note dfp1 par l'intermédiaire du petit élément de surface ds1. Cette force de pression, je vous rappelle, elle est orthogonale, elle est perpendiculaire ici à ce petit élément de surface ds1. Ce que j'ai dit ici pour l'élément de surface ds1, bien évidemment, c'est valable également pour le petit élément de surface ds2 qui se trouve à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, va s'exercer une force de pression dfp2 qui, encore une fois, eh bien, va être orthogonale au petit élément de surface ds2. De manière générale, je vous rappelle que une petite force de pression df qui s'exerce sur une surface élémentaire ds est de la forme moins p extérieur dsn extérieur. Donc n extérieur, c'est eh bien un vecteur unitaire qui est perpendiculaire à chaque fois bien, donc, au petit élément de surface ds considéré, qui est de norme unité et qui va être dirigé ici vers l'extérieur. Et donc si je représente ces normales extérieures, elles sont à chaque fois perpendiculaires ici à ds et dirigées vers l'extérieur. L'existence de ces forces de pression, dans le cas général, vont avoir pour conséquence de faire varier donc le volume de notre système. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est pas tellement en fait la résultante des forces de pression, mais ça va être le travail associé donc à ces forces de pression, puisque dans l'idée derrière, ça va être de faire des bilans d'énergie. Pour évaluer eh bien, donc justement ce travail, on va envisager donc pour commencer eh bien, donc, une configuration assez simple où je m'intéresse dans un premier temps ici à un récipient qui va avoir des parties rigides et on va avoir ici au niveau de l'extrémité un piston qui lui peut être mobile. Et donc à l'instant T, eh bien, le piston va se trouver par exemple à ce niveau-là. À l'intérieur va se trouver notre système, ça va être un gaz par exemple. Et donc l'idée, ça va être de s'intéresser au travail des forces de pression qui vont faire varier ici le volume de notre système. Simplement parce que le piston étant mobile, eh bien à l'instant t plus dt, il peut se retrouver par exemple à ce niveau-là. Et on remarque que le volume eh bien, de notre système aura bien varié par l'intermédiaire de la quantité qui se trouve entre les deux pistons, entre les deux positions ici de notre piston. Bien, on va considérer qu'à l'extérieur ici, va régner ici la pression extérieure. J'ai besoin également de connaître la surface de mon piston, je la note S, et je vais introduire un axe horizontal, ça va être l'axe OX, ici caractérisé par un vecteur unitaire EX. Si je m'intéresse au travail ici donc des forces de pression, donc ça va être l'intégrale entre l'état initial et l'état final et bien donc du travail élémentaire des forces de pression. Et justement, le travail élémentaire des forces de pression, ça va caractériser le fait que eh bien, donc, le piston va passer de la position bleue à la position rouge que l'on trouve à ce niveau-là. La position bleue, on va la caractériser donc par son abscisse petit x, et compte tenu du fait qu'on se trouve à un instant ultérieur qui est infiniment proche ici du premier instant, on va considérer ici que la position donc, du piston à l'instant t plus dt, c'est x plus dx. Donc ici, il faut bien garder à l'esprit que, comme toujours en physique, on travaille avec des grandeurs qui sont algébriques. Donc le dx que j'ai envisagé, il va être négatif. Mais si j'avais choisi de positionner arbitrairement donc le piston en rouge à droite, le dx aurait été positif et le caractère algébrique de ce dx fait tout. On a malgré tout une formulation unique pour le travail des forces de pression. Donc les forces de pression, elles sont dirigées ici vers la gauche. Et donc, si je m'intéresse eh bien, donc, à l'expression du travail des forces de pression, donc là, on a une définition qui est purement mécanique, à savoir c'est la force scalaire, le déplacement élémentaire. Donc le déplacement élémentaire, compte tenu que le mouvement du piston
se fait à une seule dimension, c'est rien d'autre que dxex. Et compte tenu ici du fait que la force de pression, c'est rien d'autre que moins P extérieur fois S fois EX, en généralisant la relation ici qui se trouve à ce niveau-là, et bien donc on peut facilement avoir accès ici à notre travail. C'est l'intégrale entre l'état initial et l'état final de moins P extérieur fois S fois dx, le produit scalaire EX par EX étant égal à 1. Bien, S fois dx, ici, c'est rien d'autre que la variation de volume élémentaire ici de notre système, puisque le bilan, je vous rappelle, il se fait sur le gaz, et donc le volume du gaz va bien varier de la quantité élémentaire S fois dx. Et donc on en arrive à la formulation du travail des forces de pression. C'est l'intégrale entre l'état initial et l'état final de moins P extérieur fois dV. Donc dans la pratique, c'est une relation qu'on utilisera directement. Alors quand je dis c'est une relation qu'on utilisera directement, c'est simplement parce que bien évidemment cette relation qui est encadrée ici, elle peut être généralisée en n'importe quel type de dispositif. Donc là j'ai envisagé un dispositif simple où eh bien, toute la partie noire ici correspond à des parois rigides et j'ai qu'une partie mobile, c'est eh bien, donc un piston qui se trouve sur la partie gauche, mais on pourrait très bien imaginer un dispositif de ce type-là, avec eh bien, donc, un piston mobile sur la partie gauche et un piston mobile sur la partie droite, qui vont eh bien, donc, faire varier ici le volume du système qui est à l'intérieur. Et on pourrait imaginer tout un jeu de pistons au niveau donc, des différentes surfaces là, qui délimitent en fait notre système. Et bien évidemment, on arriverait à la même formulation que la relation encadrée qui est ici. Donc ça, c'est vraiment une relation qu'il faut connaître et que l'on utilisera directement. Bien. Quelques petites questions qui sont, quelques petites remarques ici qui sont importantes. Donc P extérieur, c'est, attention, la force par unité de surface qui va s'exercer donc sur la surface de notre système et qui va avoir pour conséquence justement le fait que le volume de notre système va varier. Et donc là, il ne faut pas confondre pression extérieure et pression atmosphérique qui peuvent être égales, mais qui en général ne sont pas égales. Donc si je reprends le petit exemple de départ, bon si le cylindre il est ouvert sur l'air extérieur, bien évidemment, là on est dans un cas particulier où la pression extérieure c'est la pression atmosphérique, mais c'est un cas particulier. Pour vous en convaincre, il suffit de prendre un tout petit exemple très ressemblant. C'est cette fois-ci un dispositif qui va être vertical. Imaginons qu'on ait un piston ici qui soit caractérisé par une masse petit m. Ici, j'ai la pression atmosphérique qui règne. Le système auquel je m'intéresse, ça va être le gaz qui est à l'intérieur. Et donc, si je m'intéresse à la force par unité de surface ici, qui va s'exercer au niveau de mes petites croix rouges qui délimitent la surface de notre système, et bien donc la pression extérieure ici, qui est la force par unité de surface, c'est rien d'autre que la pression atmosphérique plus le poids du piston divisé par la surface ici de notre cylindre. Et là, on se rend bien compte que la pression extérieure et la pression atmosphérique, c'est pas la même chose. Bien. Si on continue au niveau donc des remarques, si on s'intéresse eh bien donc au signe du travail, donc je renote ici la formule moins P extérieur dV entre l'état initial et l'état final. On garde à l'esprit ici que eh bien donc une intégrale c'est rien d'autre qu'une somme. Et donc, si le volume ici de notre système augmente, alors dV est positif. On va faire la somme ici de termes qui vont tous être négatifs, et donc WP va être négatif. Lorsqu'on est dans cette configuration, on parle ici de travail moteur. On est dans eh bien, la même configuration que ce qu'on avait dit
en mécanique. Si par contre le travail est positif, pardon, ça correspond bien donc à un volume qui va donc diminuer pour notre système. Donc en mécanique, on parlait de travail résistant. En thermodynamique, on préfère une terminologie un tout petit peu différente. On parlera de travail récepteur. Alors ça, c'est lié bien donc à l'utilisation en fait de ce terme particulier qui est le travail dans le cas des machines thermiques. Donc on verra ça ultérieurement. Bien. Ce que l'on peut faire également, pour finir, c'est bien donc une interprétation donc géométrique ici du travail des forces de pression dans un diagramme particulier. Donc c'est le diagramme de Clapeyron, la pression en ordonnée, le volume en abscisse. On parle également de diagramme de Watt. Si bien je définis un état initial et un état final, et que je m'intéresse à la transformation qui mène de cet état initial à cet état final, du fait de la définition donc du travail, qui est l'intégrale de moins P extérieur dV, bien donc le travail va être relié directement à l'air sous la courbe. L'air sous la courbe, c'est rien d'autre que la valeur absolue du travail. Bien évidemment, le signe du travail va être donné par la petite remarque précédente. Si le volume du système augmente, le travail est moteur et sera négatif. Sinon, il sera positif. Alors, bien évidemment, au niveau de la petite représentation qui est ici, bien, on remarque que le chemin qui mène de l'état initial à l'état final, ici, permet ici à chaque instant de définir une pression et un volume pour le système. Et donc là, on est dans un cas particulier, c'est le cas particulier de la transformation infiniment lente. Donc pour une transformation infiniment lente, on parle également de transformation quasi-statique. Et bien donc le travail des forces de pression, ça sera intégral de moins PDV entre l'état initial et l'état final. Où P, c'est cette fois-ci la pression du système. Mais bien évidemment, pour que l'on puisse parler de pression du système, à chaque instant de la transformation, il faut que cette pression elle soit définie, comme c'est le cas ici sur le petit schéma que j'ai fait. Et donc, il faut bien évidemment que la transformation soit infiniment lente. Bien. Pour finir sur cette interprétation géométrique, on peut s'intéresser à un cycle de transformation. Donc si je m'intéresse ici à une transformation qui part d'un état initial, qui va passer par un état intermédiaire que je note E1 avant de revenir bien, au même point de départ, bien ici j'ai un cycle de transformation qui est mis en place. Le travail des forces de pression, vu que c'est un calcul intégral, on peut le décomposer en deux termes. Le travail des forces de pression 1 et le travail des forces de pression 2. Donc le travail des forces de pression 1, ça correspond au passage de l'état initial à l'état intermédiaire E1. Et le travail des forces de pression 2, c'est le passage de E1 à l'état final. Si on garde à l'esprit que bien, donc, le travail en valeur absolue, c'est l'air sous la courbe, si je m'intéresse bien, ici à l'air que l'on a à l'intérieur, ici, ça va être rien d'autre que le travail du cycle de transformation. Donc le passage de l'état initial à l'état E1, on remarque que c'est une détente, le volume du système va augmenter. Donc on a WP1 ici qui va être négatif. Et au contraire, on va avoir le passage de E1 à l'état final ici qui est une compression. Et donc on aura WP2 qui sera négatif. Mais comme l'air sous la courbe pour la première partie ici de la transformation est plus grande que pour la deuxième partie, bien on aura ici le travail des forces de pression du cycle de transformation qui sera négatif. On parle de cycle moteur. Et ça, c'est lorsque le cycle est décrit dans le sens horaire. Bien évidemment, on arriverait à la conclusion strictement inverse si le cycle il est décrit dans le sens inverse, dans le sens trigo.
eh bien donc on aurait WP du cycle qui serait positif, et on parle à ce moment-là de cycle récepteur. Ça, on verra que c'est particulièrement important quand on s'intéresse aux machines thermiques. Bien, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on devait dire. Une dernière petite remarque. Eh bien, donc, si le volume du système est constant, bien évidemment, le travail des forces de pression va être nul. Et ça, c'est en particulier le cas pour les phases condensées idéales. Donc, phase condensée idéale, je vous rappelle, c'est le modèle simple qu'on utilise pour les liquides et pour les solides, puisque l'équation d'état pour les liquides et pour les solides eh bien, est caractérisée par justement V égale constante.